Oula. Allez, merci. On va manger pour j'aurais dit une dizaine de personnes. Mais... Ça va? Bonjour. Ça va? Comment ça a été? Juste attends 5 minutes. Félix, bon anniversaire, hein. Merci. Joyeux anniversaire. Et tu fais tous vos petits messages sur Facebook. Merci Joyeux beaucoup. anniversaire. Elle se était devant tout le monde hier devant le bazar, mais après je l'ai pas. Il y avait trop de monde. Je t'ai géré. T'as bien fait parce que. Ça a commencé par bonne année. Alors, on est déjà connecté, c'est parfait. On enregistre déjà, c'est parfait. Bah, je sais pas, ça s'est mis à enregistrer automatiquement. Ils sont donnés, Fastoum, là. Ah, Fastoum. C'est toujours fast. Ah, ça. C'est une C'est un joli jeu de mots. Je trouve aussi. Par contre, on va faire une petite place pour Harold quand même. Ouais. On va donner son staff. Je peux projeter ma projection. Ouais, donc tu dois te connecter à la réunion du coup. Ouais. T'as reçu le code? J'ai le lien en tout cas. Ouais, je vais me connecter. Et alors, après, il faut que tu écoutes. J'ai installé l'application aussi. Je vais proposer de le T'as le lien ou pas? Ouais, ça va. J'ai reçu le lien. J'ai bloqué ma ligne. Bon, on a tué personne. Enfin, de ce qu'on sait. Hein. Oh, On n'est pas sûr que Jean Bosco n'ait pas tué son Covid à l'étage. Donc, j'ai coupé le son Il y chez en a un qui toi. va pas bien? Sinon, on va Sinon, voir ouais, ça. ça- Non, instancier palliatif à domicile, mais qui est venu pour discipliner, Covid. c'était au Covid. Quoi. On a mis à l'étage. Oh. C'est très bien. T'as... C'est très bien. Moi je vais prendre un petit CCML, c'est exactement ce qu'il me faut. Faute de rhum et. Le délégué m'a dit, je sais que le docteur ordonne bien le chocolat. C'est fou, je mange pas de chocolat en plus. Je mon adresse. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? C'est bien que je préfère le caviar et le rhum. Mais normalement tu peux rejoindre ton invité, non? Juste avec le Bah, lien. je sais pas ici, ça. Bah, il m'a dit. Ou bien, ouvre-moi le. Tu sais, me C'est pas le mot renvoyer de passe lien? qu'il faut. Non. Ah, bah, tu sais, je pense que j'ai aussi un. T'as aussi quoi? Vous Là, avez je beaucoup sais. d'HP les gars? Beaucoup de cas en service pour l'instant? Moi j'en ai deux. Et toi t'en as Il y deux. en a deux, oui. Chacun deux. Bien. Ils sont arrivés ce matin et lui il a eu un STMI qui va transférer à Jol. Qui va transférer à Jol? Il m'a dit l'unité coronée va venir Ah oui. chercher. Oui, enfin, Non, il mais va c'est passer à important Jol. que. Parce que nous, on transfère les STEMI, mais pas les STEMI. Donc nous, on peut réquisitionner le 112 si on a un STEMI. On appelle, on a un STEMI, on doit aller en coro. Mais on ne peut pas réquisitionner le 112 pour un patient qui n'a pas besoin depuis la veille. Ou quoi. Tu l'as ici, là, une STEMI? Je l'ai ici. À quelle heure? Ah, enfin, je l'ai Il a ramené passé à la 5 nuit heures, ici? bah. Tu l'as ramené à c'est 5 ouvert, heures? là. Ah oui, oui, c'est bien. Et puis j'ai Slimani qui m'a dit on va venir Yes. le chercher ce matin. Quoi. Ouais, c'est parfait. Très bien. Et oui, si c'est pour 2-3 heures, c'est pas la peine de le mettre au soin, je suis d'accord. Ça va les gars? Yes, Eh ouais, ben, ça marche voilà. parfait. Attends, ça, je vais. On va mettre quelques chaises. Étaler un peu. On n'a pas de sang. Ça me dérange pas. Ah non, ça Ouais, mais ça fait un carré en. Oui, Voilà. Et alors, je te le mets en plein écran. parfait. Ah, génial. Voilà, voilà. On fait la journée avec toi, Anne. Charlotte et Charlotte. Charlotte et Charlotte. Finis-moi. J'ai eu Anne-Sophie au téléphone hier. Salut. Ça va déjà un petit peu mieux dans le sens où elle est plus tachycardique, elle marche 3 pas quoi. Mais enfin, elle reste quand même dyspnéique et vous l'entendez au téléphone quand elle fait une phrase un peu longue et tu sais, elle parle très très vite et alors elle te raconte et puis...
Eh bien, c'est quand même encore pas parfait. Et donc j'ai trouvé, ouais, il y a mardi prochain la nuit. Il faut probablement la reprendre. Non, le 8 c'est mardi prochain ça. Et toi tu fais 24 heures. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui doit reprendre. Et ici, ça va faire mardi 2. Et puis ouais, lundi, on a le premier. Donc maintenant, on est le 2, donc ça fait le 9. Voilà, elle donc la semaine prochaine elle ne travaille pas, ça c'est l'avantage. Donc pour mardi 9 elle sera probablement revenue, mais il faut que je pense à une solution de backup. Je pense que c'était ça ma solution de backup. Je ne me souviens plus, mais en regardant l'horaire, je me suis dit ok, il y a moyen de s'arranger. Tu dois aller de l'autre côté ou tu dois passer Bon, c'est parti. Merci beaucoup Nadine et Véronique d'avoir rejoint le staff. Vous êtes tout en beauté ce matin. Je vous rassure, on ne vous voit pas. Harold va nous parler de la prise en charge du patient agité en salle d'urgence parce que c'est toujours un challenge. Il y a peut-être un petit peu trop de disparité d'un médecin à l'autre, d'un infirmier à l'autre. Or, c'est quelque chose de très codifié, qu'on pourrait très bien codifier avec des lignes d'agitation. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre un petit peu pourquoi le patient est agité. Je crois que c'est ça un de tes messages, mais on t'écoute, Harold. Ah ouais, un de mes messages, c'est comprendre pourquoi le patient est agité, mais surtout une ligne de conduite, comme Félix disait, sur voilà, un algorithme décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait? Patient agité, A, B, C, D. Enfin, oui, la prise en charge de base. Alors. Est-ce que tu as besoin de ça, Harold? C'était sur ta... Pour après, oui. Donc, voilà le petit plan de la présentation en 5 points. On va faire rapidement sur les étiologies, mais de manière assez rapide, parce que voilà, c'est tout un sujet à part pour moi, sur le patient agité. Moi, je vais surtout me baser et m'approcher sur un algorithme décisionnel avec la contention tant physique que chimique et un petit mot sur le cadre légal qui entoure ces deux choses-là. Donc, le patient agité, c'est quelque chose, c'est un problème fréquent et ça impacte le service à différents niveaux. Tant au niveau du personnel, coût énergétique, ça prend aussi énormément de temps, épuisement professionnel, diminution de la motivation, on risque de se blesser, tant avec des patients qui peut nous cracher dessus, qui peut vraiment nous frapper, ou bien justement le patient qui peut avoir des propos assez durs envers l'équipe. Tout ça, voilà, un phénomène de tension, quelqu'un d'agité dans une chambre, ça peut créer des tensions dans l'équipe parce qu'on ne se comprend pas bien, parce que voilà, il y a un infirmier, une infirmière ou un médecin qui est occupé avec un autre patient alors qu'on aurait besoin de lui à cet endroit-là. Voilà, et ça aussi crée un sentiment d'insécurité pour le personnel médical. Ça impacte aussi les patients au sens large du terme, donc diminution de qualité de soins, diminution de l'accès aux soins pour le patient agité, mais aussi pour les autres patients parce que ça coûte énormément de temps de s'occuper de quelqu'un qui est agité. Donc voilà, ça augmente le délai d'attente pour les autres patients qui sont en salle d'attente. Risque de blessure pour le patient en question agité et les autres, avec une dégradation de l'état général. On a quelques facteurs qui favorisent l'agitation et la violence du patient. En premier point, j'ai mis les facteurs que je détaillerai juste sur la slide suivante, qui sont plutôt liés intrinsèquement au patient et sa condition même, c'est-à-dire des troubles psychiatriques, les intoxications, les sevrages, la douleur. Une simple douleur peut agiter une personne. Voilà, puis les troubles métaboliques, les différentes pathologies. Voilà, je ferai un point juste après sur ça pour plus détailler. Ensuite, on peut avoir un environnement stressant, les délais d'attente, voilà, toutes les choses qu'on connaît bien, le contexte du patient, son milieu de vie, ses antécédents de violence. Ça peut toujours être intéressant d'aller voir dans le dossier du patient s'il y a déjà eu des moments de violence, s'il y a déjà eu un passé important de ce côté-là. Alors, au niveau des étiologies, 3 grandes catégories. Voilà, j'ai repris ici les grandes lignes. Donc, en 1, les causes organiques. Il y en a plein. Ici, les plus importantes, telles que les hypoglycémies, les hypoxies, les infarctus, les AVC, les crises d'épilepsie, le mal épileptique, même le sepsis tout court. Je ne vais pas tous les détailler, mais voilà.
les causes toxiques, l'alcool, les médicaments, benzodiazépines ainsi que les stupéfiants et tous les phénomènes de sevrage qui sont autour de ces toxiques-là. Et puis enfin, les causes psychiatriques, voilà, toutes les pathologies psychiatriques qui peuvent avoir des accès de manie, des accès d'agitation. Voilà, toutes ces choses-là sont à investiguer une fois la situation maîtrisée. Même si on peut d'emblée, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, on peut d'emblée faire déjà quelques petites choses, comme pas de prendre la saturation en oxygène. Parfois, c'est aussi possible de prendre une glycémie, simplement. Voilà. Un petit algorithme décisionnel. De face à un patient agité, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai voulu faire très simple, avec pas beaucoup de mots, mais vraiment quelque chose de basique auquel on peut se référer. Donc, en premier, j'ai mis mon petit nuage pour vraiment se rappeler que peu importe s'il est agité, s'il est contrôlable ou incontrôlable, mettre un petit capteur au bout du doigt, faire une petite pique au bout du doigt, ça reste dans la majorité des cas possible. Alors soit face à un patient agité, il est contrôlable, on va avoir une approche relationnelle, ça va bien se passer et on se retrouve face au patient lambda à qui on va faire les anamnèses et l'examen clinique, les examens complémentaires, initier les traitements, ça va bien se passer. Voilà, c'est vraiment une approche relationnelle qui marche. Dans l'autre cas, on peut avoir un patient incontrôlable. Dans le cas d'un patient qui est incontrôlable, on va toujours et en premier lieu privilégier l'approche relationnelle, que je vais détailler juste après. Si l'approche relationnelle fonctionne, hop, on se retrouve dans l'autre colonne et on peut vraiment avoir comme un patient lambda, examen clinique, anamnèse, examen complémentaire, prise en charge. Si ça ne marche pas, alors il va falloir rapidement prendre la décision de maîtriser la personne. C'est-à-dire, voilà, se diriger vers la contention physique, accompagnée toujours de la sédation chimique. C'est quelque chose qui se réévalue en permanence et qui demande une surveillance accrue de la part du personnel. Il peut y avoir des complications. Quand on attache quelqu'un, ça a été décrit, il y a plusieurs cas qui ont été décrits dans les hôpitaux où des personnes sont même décédées par strangulation, par d'autres problèmes qui peuvent arriver quand on attache quelqu'un, que ce soit par les mains, par une ceinture abdominale. Et voilà, une fois que la situation est maîtrisée, on peut commencer avec un examen clinique et des examens complémentaires pour prendre la personne en charge correctement. Alors l'approche relationnelle, premier point important, c'est safety first. Et là je parle pour le personnel infirmier, personnel médical au sens large du terme. Quand on rentre dans une chambre avec un patient qui est agité, qui est potentiellement dangereux, on garde sa distance de sécurité. On se place vers la sortie, la porte ouverte, et on essaye d'éloigner tout ce qui est objet dangereux du patient. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on se sent plus ou moins en sécurité, on peut commencer par se présenter. On dédramatise la situation, on écoute le patient et on le rassure. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est aussi séparer évidemment tout ce qui contribue à l'agitation, l'entourage, le bruit, tout ce qui peut vraiment agiter une personne au sens large du terme. Et ça peut parfois être intéressant aussi le patient qui est dans son délire, qui est agité, qui part dans tous les sens, avoir une approche en lui proposant simplement « voulez-vous un verre d'eau ?» Et s'il accepte, ce sera déjà un premier pas du patient envers le soignant, et c'est une relation qui peut commencer à se créer. Si ça ne marche pas, on peut aussi médicaliser la situation, pour vraiment créer un cadre du patient, du soignant envers le patient, simplement en prenant l'attention, en l'examinant, en prenant sa saturation par exemple. Si tout cela ça ne marche pas et que le patient n'est pas coopératif, on peut proposer une sédation, toujours Péros d'abord. Ça c'est dans les grandes recommandations, on propose toujours par la voie orale. On propose toujours par la voie orale, tu dis. Non, tu as raison, on propose. Mais voilà. Ouais, on propose, mais voilà, c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais ils acceptent très souvent en fait. Hein. Ah oui. En fait, très rare. Souvent ils acceptent. Même si on se dit ça c'est mal parti, je vais devoir m'endormir. Souvent en fait ils acceptent un Zyprexa ou un truc. Ouais. Un peu que l'infirmière elle touch un petit peu. Vas-y, pardon. Pas de souci, non. Au niveau de la contention physique, donc dès qu'on a pris la décision, on y va rapidement, à plusieurs personnes, on négocie pas avec le patient, pas de marchandage, mais tout en maintenant le dialogue. On déshabille le patient et la pièce, on la sécurise la pièce. C'est un travail d'équipe. Donc c'est-à-dire que chaque membre est immobilisé par un intervenant et c'est une personne qui coordonne le tout. Une personne qui se met à la tête du patient et qui coordonne le tout. Après, je sais bien que pour la réalité du terrain, c'est pas toujours évident.
Par exemple, on n'a pas toujours assez de personnel, infirmier ou personnel médical au sens large du terme, qui est là pour vraiment aider en cas de stress. Donc ça, c'est vraiment aussi une part de solidarité entre nous. On se dit, ok, on laisse le patient de la chambre à côté qui a une fracture 2 minutes au repos, on va aider, on va attacher tous ensemble le patient. Une fois que c'est fait, et ben, on peut avancer tous ensemble. Aussi, un lit équipé est disponible, ça on a eu un problème. On a eu le problème en S1 qu'on a un patient qui était venu pour crise d'épilepsie récidivante sur sevrage alcoolique. On avait installé le patient en HP1 ou HP2 je pense. Et on s'est rendu compte que le lit sur lequel il était, on a voulu l'attacher, et ben on n'avait aucun endroit où vraiment on pouvait attacher ses membres sur le lit. Donc je ne sais pas s'il y a des lits qui existent ici et qui peuvent être disponibles, qui sont prévus pour. Bah, il y a deux manières de faire. Dans les gros services, ils ont toujours dans un coin du service un lit avec le lien préattaché, ce qui est assez Ce pratique. qui n'est pas le cas ici. Mais ce qui est difficile à mettre en place Je ici. suis étonné qu'on n'ait pas su accrocher les liens nulle part. Et franchement, un truc où tu sais pas accrocher les liens, Alors, ça on me avait- semble bizarre. On avait les barreaux effectivement, mais les barreaux, quand on s'est mal attaché, Mais il faut... les liens coulissent dans tous les sens. En général, il faut faire ça sur le cadre du lit, mais en général, c'est souvent possible. C'est pas toujours possible. En tout cas, quand on avait eu le patient, on était 4 autour et on avait vraiment eu du mal à mettre ces liens parce que l'un ne savait pas comment les mettre, il y avait une seule personne qui savait comment les mettre. Et voilà, c'était un peu du bafouillage pour vraiment attacher le patient et ça a été fait en 10 minutes alors que ça pourrait être fait en 2 minutes. Ça demande une surveillance étroite, ça peut avoir des accidents comme j'ai déjà dit, des étranglements, des effets de garrot, des luxations d'épaule, etc. Et tout ce qui est, dès qu'on décide d'attacher quelqu'un, c'est quelque chose à directement mettre dans le dossier médical et justifier. Petit point là-dessus, voilà ce que devrait contenir le dossier médical, le dossier infirmier en cas de contention physique, la motivation, le type de moyen utilisé, le suivi des paramètres, la surveillance, etc., etc. Recourir à la contention le moins souvent possible, le mieux possible et le moins longtemps possible. Gros point au niveau de la contention chimique. Alors la sédation médicamenteuse a plusieurs objectifs. Tout d'abord, permettre un examen clinique et débuter la prise en charge adéquate, ça paraît évident. On va essayer de réduire l'agitation et l'anxiété, évidemment, et ça va pour objectif final de limiter la durée de la contention physique. Le choix du médicament il se fait en fonction de la rapidité d'action. On cherche à ce qu'il soit efficace, quelle que soit la voie d'administration, de préférence Péros, on propose toujours Péros, avec des effets secondaires réduits, et on privilégie la monothérapie, même si la littérature décrit des associations possibles. Mais voilà, si possible, monothérapie. Je vais vous parler des neuroleptiques typiques, les atypiques, donc de seconde génération, les benzodiazépines, et puis je ferai un petit mot sur la kétamine. Alors, pour les neuroleptiques typiques de première génération, on a tout d'abord l'aldol, l'halopéridol. J'ai mis des dosages, mais après je sais qu'en fonction de chaque médecin a parfois sa popote face aux patients agités et ses habitudes. Là, les dosages sont à titre indicatif. Je ne vais pas les détailler précisément. L'aldol, ça peut être intéressant pour des agitations dans les cas d'une intoxication par agent dépresseur du système nerveux, comme l'alcool. Et ça peut être aussi intéressant dans les agitations dans le cas d'une pathologie psychiatrique. Attention aux effets indésirables pour les neuroleptiques typiques de manière générale, les symptômes extrapyramidaux qui peuvent être contrôlés par un anticholinergique, allongement cuté et torsade de pointe, et puis plus rarement les symptômes des neuroleptiques, et ça diminue aussi le seuil épileptogène. Le dropéridol, le DHB, qui est disponible ici, se donne en intramusculaire ou en intraveineux par ampoule. Ici, on a des ampoules de 0,5 mg par millilitre. Donc, ce qui fait que dans une ampoule de 2,5 ml, on a Pourquoi ça marche pas 1,25 mg. On peut donner, juste ici au-dessus, on voit qu'on peut donner jusqu'à 5 mg en un coup. Ce qui fait qu'on calcule 4 ampoules injectables d'emblée. Donc ça, c'est le coup classique des gens qui vous disent que le DHB, ça marche pas. Parce qu'ils ont dit, mets une demi-ampoule en SAMU et on verra, on mettra l'autre demi. Sauf qu'en réalité, on est même en dessous de la dose minimale. Pour avoir la dose minimale à 1,25, c'est déjà 2 ampoules complètes. Ouais. Donc en SAMU, le DHB, une ampoule titrée, ou la demi-ampoule. Alors, ça va, parce que déjà dans le SMUR, on a une ampoule. Exactement. Et donc,
voilà, le DHB a un peu mauvaise presse avec les urgentistes parce que, mais en fait, c'est parce qu'on le sous-utilise complètement. On met des petites doses. Mais avant, les ampoules de 5 existaient. Oui, c'est ça. Ouais, avant, il y avait des ampoules de 5. Donc l'ancienne génération médicale a appris à coup d'une demi-ampoule. Une demi-ampoule, puis on remettra la deuxième demi. Ils ont transmis cette info-là comme ça, mais les ampoules ont changé. Et donc les 1.25, c'est pour l'anesthésie, c'est pour l'antinauséeux, c'est pour ce genre de trucs. Et donc nous, soit on regarde s'il existe des 5, soit on sait qu'on les met par 2 ampoules. Donc ça c'est important. Ça veut dire qu'il faut au moins une ampoule en plus, ouais. Ok, les neuroleptiques atypiques de seconde génération. On a le Lonzapine, je ne sais pas s'il est disponible ici Ouais. à l'hôpital. Ouais, on a du 5 et du 10. Voilà, il est intéressant dans tout ce qui est cas d'agitation pour pathologie psychiatrique, avec une plus grande efficacité et sécurité que les benzodiazépines et les neuroleptiques typiques, avec moins d'effets indésirables au niveau de allègement cuté et symptômes extrapyramidaux de manière générale pour les neuroleptiques atypiques. Attention aux effets indésirables et dépressions respiratoires qui ne sont pas associés avec les benzodiazépines, et on peut avoir l'hypotension orthostatique. Oui, mais tu ne vas pas avoir avec le Lonzapine, tu ne vas pas avoir une sédation de ton patient, quoi. C'est ce qu'il y a. Tu ne vas pas avoir une sédation de ton patient. Ton patient qui est en train de taper dans les murs, qui est dangereux pour le personnel, c'est pas en lui proposant un Zyprexa 10 que tu vas y arriver, quoi. C'est très bien pour le patient qui est en délire maniaque, qui est intenable, qui veut sortir du service, qui dit, qui est en souffrance et qui accepte un Péros. Le Zyprexa 10, c'est un excellent premier choix. Mais si tu veux sédater un patient pour pouvoir l'attacher, c'est pas avec un Zyprexa 10 que tu vas y arriver. Et même en IV ou en IM, c'est... Déjà en IV, tu n'as pas d'accès IV parce que si tu es occupé à le sédater, c'est qu'il n'est pas collaborant. Et en IM, non, c'est pas un choix rapide. Nous, on a besoin d'éteindre notre patient comme ça et puis de l'attacher, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc Zyprexa super pour les pathologies psychiatriques un peu délirants, où tu sais pas très bien si à un moment donné tu vas pas le voir courir tout nu dans le couloir ou aller dans une autre chambre ou là oui, mais pas pour le gars qui te tape dessus ou qui est ingérable. Super, merci Harold. Le risperidone, le risperdal, intéressant pour les personnes âgées celui-là, intéressant pour aussi les agitations dont on ne connaît pas l'étiologie ou pour la consommation de substances. Effet indésirable, allongement de pité et par rapport à l'olozapine, légère augmentation du risque d'allongement du pité et des symptômes extrapyramidaux par rapport à l'olozapine, comme j'ai dit, et aussi hypotension orthostatique. C'est vraiment le médicament de contrôle du vieil Alzheimer déambulant. Hein. C'est vraiment, Et c'est aussi le médicament dont les maisons de repos sur lequel les maisons de repos ont la main lourde parce qu'il y a aussi nécessaire, mais ce fort nécessaire sont certaines infirmières, moins souvent d'autres, et de petits vieux qui arrivent tout à fait sédatés, souvent au risperdal quand même. Au niveau des benzos, j'en ai détaillé 2. Donc déjà le Temesta. Également intéressant pour les agitations d'étiologie inconnues, les sevrages toxiques, les sevrages d'alcool. Donc dans les effets indésirables, les dépressions respiratoires. Intéressant d'avoir quand on met des grosses doses un monitoring respiratoire, le TCOD aussi. Ataxie, sédation excessive. On peut parfois aussi avoir des agitations paradoxales. Quand ça arrive, on attaque le Temesta et on passe à une autre classe de médicaments. On a le midazolam, donc le dormicum, qu'on avait utilisé chez nos patients en semaine 1. Intéressant aussi pour les agitations en cas d'étiologie inconnue. Ça agit beaucoup plus rapidement que le lorazepam, mais la durée d'action est beaucoup plus courte également. Alors ça, c'est un tableau un peu récapitulatif que j'ai trouvé sur UpToDate, qui prend en fonction de chaque type de patient. Ça va du patient extrêmement violent aux patients complètement coopératifs, avec chaque fois les recommandations des médicaments, avec les doses attribuées à chaque médicament. Ils mettent aussi les associations possibles, donc c'est pour ça que je ne les ai pas détaillées dans ma présentation. Là, par exemple, midazolam avec toropéridol, lorazepam, alloperidol, etc., etc. En dessous, intéressant aussi, chez les personnes âgées, ils recommandent de diminuer de toute façon les doses par 2. Mais donc ce qui est très intéressant, c'est ok, on fait un peu ce qu'on veut partout, sauf que quand les gens ont un dépresseur du système nerveux central, donc essentiellement des intox éthyliques, on va privilégier l'allopéridol s'ils sont agités sur intoxication éthylique.
ou bien le droperidol. Ouais. Donc voilà, donc a priori pas de benzo chez l'alcoolique agité, très intoxiqué. D'ailleurs, on a d'autres choix. Après, tu vas nous parler de la kétamine. Justement. Voilà. Et si les médicaments utilisés sont efficaces, on a besoin de doses de cheval pour maquer le patient, ou que les réactions paradoxales, donc l'agitation paradoxale apparaît, on passe à une autre classe de médicaments simplement, on ne s'acharne pas à donner de plus en plus de doses. Voilà, notamment diminuer les doses de 50% chez les personnes âgées de manière générale. Puis de la kétamine. Alors, kétamine, c'est un anesthésique dissociatif rapide qui maintient la stabilité cardiovasculaire, la respiration spontanée et les réflexes de voie respiratoire. Voilà, c'est quelque chose d'utile lorsque les traitements initiaux, type benzo et neuroleptiques, ont échoué. Voilà, en tout cas, c'est ce qui dit dans les dernières recommandations. Voilà, on voit ici les doses, 1-2 mg par kilo quand on a un V, qu'on a un accès IV, pas toujours le cas, ou sinon IM, 4 à 6 mg par kilo, ça agit en 4 à 5 minutes, c'est ce qu'il y a de plus rapide au final. Ça veut dire que c'est du 400 mg, 400 à 500 mg IM, hein, donc c'est des doses importantes en IM, dont il ne faut pas avoir peur dans la sédation de l'enfant en intrarectal ou en intranasal. C'est aussi des doses hyper importantes et on se pose chaque fois la question, quoi vraiment, je dois mettre ça en intrarectal autant? Mais bon, voilà, la résorption est différente. Et donc ce sont des doses énormes. Là aussi, pour une fois, nos grosses ampoules pourraient nous servir, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça existe, probablement, aussi grosses ampoules. Donc c'est des doses très importantes. Ouais. Donc, si la dose initiale ne permet pas d'obtenir une sédation adéquate, on peut en remettre en réduisant la dose de 50% après 5 à 10 minutes. Pour les traitements IV, 10 à 25 pour le traitement intramusculaire. Et voilà, si on avait essayé des autres médicaments, style benzo, neuroleptique, et que ça n'a pas fonctionné, on reste prudent, on réduit la dose initiale de 50% pour la kétamine. Alors, kétamine, ça peut faire peur. J'en ai parlé hier à Charlotte qui me disait moi, jamais je donnerai de la kétamine aux urgences, ça me fait peur, en agitation. Les effets indésirables, hypertension, tachycardie, vomissement, hypersalivation. Au niveau des complications respiratoires, voilà, point d'interrogation sur le laryngospasme. J'ai lu différentes études qui disaient que oui, le risque était plus grand, mais au final, quand on regarde les chiffres, c'était pas significatif. Et la kétamine peut exacerber la schizophrénie. Donc voilà, c'est une contre-indication quand le patient est connu schizophrène. Voilà, ça c'est les petits mots sur les études que j'ai lues. Donc clairement, ça a le vent en poupe. Ouais, exactement. La kétamine, on en parle de plus en plus. Alors il y a des gens qui sont contre et qui disent que ça a un taux d'intubation hyper important. Mais quand tu lis ces études, parce que c'est marrant, parce que la semaine passée, justement, j'étais avec un défenseur de la kétamine qui nous a fait une présentation là-dessus. Quand tu lis les études, en fait, les protocoles, tu sais, c'est les paramédics en agitation aux États-Unis. Et leur truc, c'est d'intuber si le gazo est en dessous de 9. Bah, c'est un peu le but de la sédation. Donc, ils se retrouvaient à intuber un patient sur 3. Mais pourtant, il n'y avait pas besoin vraiment d'intuber ces patients-là. Donc, honnêtement, je pense que ça va monter progressivement, même assez vite ici dans la liste des trucs recommandés pour le patient agité. 5 mg kilo de kétamine en TDJ, comme ils disent, hein, travers de jeans, pour calmer le type. Et apparemment... En première intention. Il y en a qui l'utilisent déjà en première intention. Au CHU de Liège, ils l'utilisent en première intention, en tout cas. À Saint-Luc, pas, ça c'est sûr. Parce que il y a toujours une certaine lenteur à se mettre en route à Saint-Luc, mais je pense que d'ici 10 ans, on l'utilisera à Saint-Luc en TDJ. 10 ans. Une certaine lenteur. Mais ici, on n'a pas cette lenteur-là, donc honnêtement, moi personnellement, d'après ce que j'ai vu, vous encourage à l'essayer. Et 5 mg kilo en IM, c'est vraiment super. Et pour les réductions, et d'ailleurs maintenant, c'est décrit de plus en plus pour en SMUR, réduire une fracture et aligner une fracture, de le faire en IM et de plus forcément perdre du temps à mettre une voie. C'est décrit, hein. Et alors, à ces doses-là, le bad trip sur Dormicum, il n'est plus recommandé, enfin sur kétamine, il n'est plus recommandé de mettre le petit milligramme ou les 2 petits milligrammes de Dormicum, c'est kétamine seule, avec du Dormicum dans le service. Si jamais tu vois que le patient bad trip, tu lui en mets. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus un systématisme comme on l'a ou comme on l'enseigne à Saint-Luc. Donc voilà, 5 mg kilo en IM
à travers le jeans pour un patient agité, plus de sécurité, plus de vitesse d'action, de rapidité d'action et vraiment sécurité des voies aériennes, cardio-respiratoires, c'est imbattable par rapport à tous les autres. Donc de plus en plus d'études. On pourrait faire une étude d'ailleurs. Mais bon, avant d'inclure 35 patients agités, on en aura pour 4 ans, donc on va laisser ça au grand centre. Ok. Donc, voilà, maintenant pour terminer, juste un petit mot sur le cadre légal qui entoure, c'est pas banal de priver quelqu'un de sa liberté, de ses mouvements. La contention d'avoir un motif thérapeutique, avec tous les points ici qui sont importants, voilà, que vous connaissez sans doute aussi. L'arrêté royal du 18 juin 1990 qui liste la prestation technique, en fait, tous les soins infirmiers que les infirmiers peuvent faire sans demander au préalable au médecin, qui dit que la contention, c'est un acte infirmier B1, donc acte réalisable sans prescription médicale. Cependant, toujours consignation obligatoire dans le dossier, plus surveillance accrue. Donc au final, l'infirmier peut par lui-même décider de maintenir quelqu'un avec des liens. Oui, ça c'est la loi un peu la plus connue dans le thème. C'est les mesures de protection ne peuvent être prises à défaut de tout autre traitement approprié à l'égard d'un malade mental que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie et l'intégrité d'autrui. Mais là, tu mélanges un petit peu la mise sous protection du patient malade mental, qui est cette loi-là, et la contention du patient agité. Parce qu'un patient intoxiqué n'est pas un malade mental, mais il est agité, on doit le sédater. Donc on peut faire une sorte de mise sous protection qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Un état de nécessité. Ouais. Et donc le patient nécessite d'être privé de sa liberté pour un temps le plus court possible, puisqu'il n'est pas en état de décider pour lui-même. L'état de nécessité, ça suppose que c'est réversible rapidement, après avoir décuvé par exemple, ou après avoir géré le sevrage ou médiqué. Ouais. Donc ça c'est important. En Wallonie, on ne doit pas envoyer de fax systématique au procureur du roi ou à son substitut. On doit simplement le consigner proprement dans le dossier, idéalement avec un témoin. Enfin bon, il y a des témoins dans le service de toute façon. Si on fait un état de nécessité et si on prive les gens. Par contre, il y a une chose aussi, c'est le cabanon. Qu'est-ce qu'on fait du cabanon? Quand est-ce qu'on utilise le cabanon? Est-ce que c'est raisonnable d'utiliser le cabanon alors qu'on a tous les moyens médicaux, médicamenteux à notre disposition? Laisser un type se fracasser le crâne sur la porte du cabanon ou le poing pendant des heures en attendant le transfert vers Van Gogh, toujours un petit peu délicat. Ça aussi, au niveau nerveux, avoir quelqu'un qui busque sur la porte pendant des heures, tu deviens fou aussi. Tu deviens fou. Après, le cabanon peut être... tu peux vite le diriger vers le cabanon parce que tu n'as pas 3-4 personnes pour le tenir, le sédater et l'attacher. Ceci dit, quand je vois le cabanon ici... Quoi? Quand je vois le cabanon ici... Oui, quoi? Je sais pas, j'ai pas trop confiance, quoi. Trop confiance qu'il arrive à ouvrir la porte? Ouais. Enfin... Ah oui. De toute façon, un cabanon, d'une manière générale, c'est pas un bon endroit. En tout cas, c'est pas une solution, quoi. La sédation chimique, associée à une contention physique doit être notre premier choix. Enfermer les gens. Alors, il y a un truc qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans le service, c'est qu'on a enfermé un patient dans sa chambre. Et ça ne va pas du tout. Donc, il y a une des chambres au 5 où le bloc-porte, il est à l'extérieur. Tu vois? Il n'est pas à l'intérieur. Et donc, quelqu'un a fermé la porte, bloqué le bloc-porte, parce que c'est un patient qui sortait tout le temps, qui déambulait, etc. Et ça, on peut vraiment pas faire, quoi. Ça c'est sûr. Donc voilà, ouais, Harold. Bientôt terminé. Voilà, dernier petit slide. Sous la dérive, faire attention. Une personne attachée incorrectement et du matériel inadéquat est égal danger. Problème de surveillance qu'on peut parfois avoir, défaut de réévaluation, absence de concertation entre une équipe multidisciplinaire après et avant la contention. Quand on applique les liens sans s'interroger sur les causes du comportement, sur les causes vraiment, peut-être que le patient a mal, peut-être que le patient est en hypoxie, peut-être qu'il est en hypoglycémie, on n'a pas pris le temps, on a oublié de prendre sa glycémie. Et pour les mauvais motifs aussi, attention, c'est pas une solution de confort pour le personnel, c'est pour le patient qu'on le fait, aussi pour le personnel au final, mais ça ne doit pas être vraiment pour notre confort qu'on va l'attacher.
Pour se protéger d'une plainte contre une famille, ou avoir de la paix, par facilité, par manque de personnel, pour faire taire un symptôme. Ça, c'est des dérives qu'on pourrait observer en salle d'urgence. Et donc, voilà, ça c'était la fin de la présentation. Merci à tous. Merci Harold. Merci. Merci, ouais. C'est un sujet très vaste et tu as vraiment su être très Voilà, systématique. Très bien. C'est très bien. Par rapport aux liens, je rajouterais qu'il y a des accidents quand les liens sont attachés à moitié aussi. Ouais. On se dit je vais faire que les mains. Ça c'est vraiment une connerie quoi. Je vais faire que les mains, le Ouais, patient il faut se pas tortille, attacher. ce machin, il se retrouve pendu par les deux mains en bas de son lit, c'est quand même bête. Ça, il y a la ceinture abdominale qui doit d'office être mise avec une ceinture, enfin, avec un soutien pelvien, parce qu'il pourrait descendre et s'étrangler aussi. Ouais. Et voilà, dans le 09 Urge, il y a toutes les procédures institutionnelles aussi sur la contention qui Ouais. sont Et Ouais. c'est important de les suivre. Mais les grosses erreurs à pas faire, c'est d'attacher à moitié, mal, c'est de mettre au cabanon sans sédation, et c'est d'utiliser le DHB en comptant en ampoules et pas en milligrammes. Super Harold. Ok, vous avez des questions les filles? Non, c'était super. À la maison, il y a des questions, mesdames? Non, très bien. Super. Les autres finissent de monter les œufs en neige. Allez, ok, super, on peut arrêter la réunion. Oui, prenez-vous quelque chose et pour la maison, faites